pause. Merci d'écouter RTL. Le Premier ministre Manuel Valls va donc dialoguer avec vous. Auparavant, Monsieur le Premier ministre, juste une question. À la lumière de ce que vous avez dit tout à l'heure à Olivier Mazerolle, de la situation de nos policiers, est-ce que vous appelez, vous, à l'arrêt des manifestations? Ça ne peut pas être mon rôle. Manifester est encore une fois un droit constitutionnel. Et c'est la force de notre démocratie de le permettre, y compris dans cette période de très grande tension. Mais chacun peut faire en effet preuve de responsabilité. Un projet de loi, en l'occurrence la loi travail portée par Myriam El Khomri, a été adopté par l'Assemblée nationale. Le débat va se poursuivre au Sénat, puis ensuite de nouveau à l'Assemblée nationale. Il faut respecter aussi ce temps démocratique. Mais vous dites aux organisateurs, vous avez une responsabilité. Réformistes, je pense à la CFDT, à l'UNSA, à la CFTC, à la CFE-CGC, ont bâti un compromis avec le gouvernement. Il y a moins de monde aujourd'hui dans la rue, donc que chacun prenne ses responsabilités. Et en même temps, je ne veux pas confondre, je le dis encore une fois, les manifestants, les syndicalistes, avec ceux qui commettent ces violences inacceptables à l'égard des policiers. Alors justement, Irène nous appelle de Bondy en Seine-Saint-Denis. Elle a une question à vous poser, notamment concernant les forces de l'ordre et les forces de police. Bonjour Irène. Bonjour Yves Calvi. Merci. Bonjour Monsieur Valls. Merci d'écouter RTL. Vous pouvez dialoguer directement avec le Premier ministre. Bonjour. Alors je voudrais vous dire, je suis une démocrate convaincue et le droit de grève est fondamental. Seulement moi, je suis en train de me demander est-ce qu'on est obligé d'autoriser une manifestation le mardi, le jeudi, le samedi ou le dimanche, comme on a vu là ces derniers temps, plus la nuit debout, etc. Je me dis à un moment, nos forces de police elles vont être épuisées et quand va arriver l'euro le 10 et on sait que la menace terroriste est là, c'est pour ça qu'on est en état d'urgence, je me dis est-ce qu'on est obligé d'autoriser toutes ces manifestations? Est-ce qu'on peut pas se cantonner à une importante par semaine, je sais pas, mais on peut pas faire ça parce que là on voit bien qu'ils sont épuisés. En plus, ça donne une image absolument déplorable de notre pays et les gens là qui vont venir aussi pour l'euro, ils se disent ils vont tenir le coup, ils vont arriver à maintenir l'ordre, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est obligé de dire oui à toutes les demandes? Nous sommes dans un état de droit, madame, même si je comprends parfaitement votre question. Si nous décidions d'interdire un certain nombre de manifestations, la justice administrative, mettrait en cause, casserait cette décision. Donc, votre question, elle est juste. C'est au fond une forme d'appel à ceux qui organisent régulièrement ces manifestations. Encore une fois, cette semaine, vous venez de le rappeler, une manifestation mardi, une autre aujourd'hui. Je ne vois pas quel est véritablement le but aujourd'hui. Je le rappelle, le texte de loi a été adopté par l'Assemblée nationale. Et puis en même temps, vous avez raison, cela nécessite à chaque fois un engagement très important des forces de l'ordre, même si je veux rappeler que les incidents très graves de hier ont eu lieu alors qu'il n'y avait pas de manifestation. C'était une manifestation interdite, à laquelle faisaient face une nouvelle fois les policiers. Mais chacun doit faire preuve de responsabilité. Et en effet, la tâche des policiers et des gendarmes est difficile. Il y a de nombreuses missions. Dans quelques jours, dans quelques semaines, nous allons accueillir l'Euro de foot. Et les policiers sont fatigués, 327 policiers et gendarmes ont été blessés depuis le début des manifestations, dont plus de 170 rien qu'à Paris. Cela montre bien la difficulté. Donc moi j'en appelle encore une fois, mais modestement, à la responsabilité des organisateurs des manifestations. Il n'y a vraiment aucune position intermédiaire qui soit concevable. C'est comme le suggère Irène, c'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être 1 ou 2 jours peuvent être bloqués pour les manifestations avec un encadrement spécifique. Enfin, la question d'Irène. Moi, je suis prêt à toutes les discussions avec les responsables syndicaux, mais encore une fois, dans le cadre d'un état de droit, il est très difficile d'imposer à ceux qui veulent manifester, à ceux qui déposent une autorisation de manifestation, il est très difficile de leur interdire ces manifestations. Il n'y a que la responsabilité collective qui puisse s'imposer. Irène, qui vous interrogeait, était professeur en Seine-Saint-Denis, et maintenant c'est Charles qui est chef d'entreprise et qui nous appelle de Quimper, dans le Finistère, qui vous interroge, Manuel Valls. Bonjour Charles. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour Charles. Ma question concerne les appels au meurtre qui ont été effectués place de la République par 2 jeunes filles qui brandissaient des pancartes sur lesquelles il était mentionné sur le pont d'Avignon, on pend tous les patrons. Est-ce qu'on peut tolérer aujourd'hui que des appels au meurtre puissent être tenus en place publique en France? Et quelles sont les suites judiciaires que l'État compte engager contre ces 2 individus? Il y a des suites judiciaires qui seront données. Tout appel au meurtre par l'intermédiaire d'une pancarte, d'un slogan ou sur Internet, parce que c'est souvent le cas, tous ces appels doivent faire l'objet d'une réponse judiciaire. Il est intolérable qu'on puisse faire des appels au meurtre concernant des patrons, des responsables politiques ou publics, et évidemment des policiers ou des gendarmes. La parole,
elle a eu tendance ces dernières années à se libérer. Et les réseaux sociaux en sont une démonstration, et je ne suis pas en train de mettre en cause cette nouvelle forme de communication. Mais c'est cette réalité. On ne peut pas tout laisser passer. Et donc, ça veut dire qu'il faut à chaque fois une réponse, et il faut que la justice soit saisie et puisse rappeler à la loi ceux qui profèrent ce type de menaces ou condamner tout simplement. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Charles, pour cette question. Je voyais une question posée par un auditeur au 64 900 code matin, Manuel Valls. Pourquoi ne pas interdire par décret de manifester le visage couvert, capuche, cagoule, masque? On pourrait ainsi repérer les casseurs, car les manifestants n'ont pas honte de montrer leur visage. C'est quelque chose qui revient très souvent, j'ai envie de vous dire, dans le grand public et dans les questions que l'on se pose concernant ces manifestants. Mais c'est le cas. On ne peut pas aujourd'hui, en effet, se promener dans la rue avec le visage couvert, mais vous comprenez bien que ces individus s'affranchissent de ces règles. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait des interpellations, et ça rend d'autant plus difficile le travail de la police et ensuite de la justice en termes d'identification. Nous allons donner maintenant la parole à Christophe qui nous appelle du département de la Haute-Saône. Bonjour Christophe. Bonjour Yves Calvi. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Je souhaitais vous poser la question de savoir pour quelles raisons est-ce que le gouvernement n'engage pas les procédures de dissolution à l'encontre des groupes d'extrême gauche qui sont aujourd'hui clairement identifiés comme étant responsables de ces intolérables violences orchestrées contre les forces de police et donc contre l'État, alors que sous votre gouvernement, ou lorsque vous étiez ministre de l'Intérieur, vous aviez été très réactif et sans pitié pour dissoudre des groupuscules d'extrême droite au sujet de l'affaire Méric. Mais tous les groupes, quand ils sont constitués d'extrême droite ou de l'islamisme radical, peuvent faire l'objet d'une procédure de dissolution. Mais là, il ne s'agit pas de groupes constitués. S'il y a le moindre groupe constitué qui se livre à ces violences, il peut parfaitement faire l'objet, en effet, d'une procédure de dissolution qui est longue par ailleurs et qui passe, en fin de compte, pour conclure à sa dissolution en Conseil des ministres. Mais là, il ne s'agit pas de groupes constitués. Il s'agit de groupes spontanés, organisés parfois sur les réseaux. On voit bien ce qui peut se passer autour de Nantes et de Rennes avec les alices. Mais il n'y a pas de groupe proprement constitué, d'une organisation proprement constituée. Le criminologue Alain Boer expliquait hier encore qu'en revanche, s'il n'y a pas de groupe constitué au sens politique du terme, ces groupes radicaux sont quand même parfaitement identifiés et qu'on connaît les meneurs. Ce ne sont ni des partis politiques, ni des associations, mais on connaît beaucoup de ces organisateurs, de ces meneurs. Pas toujours, parce que parfois il y a un mélange, et on l'a vu encore à Paris, d'un certain nombre d'individus qui peuvent venir de la mouvance de l'ultra-gauche, mélanger aussi avec des casseurs qui viennent d'un certain nombre de nos quartiers populaires. Donc les choses sont différentes selon les villes. Mais en revanche, la surveillance, le travail du renseignement, le travail de la police, oui, nous permettent parfois de prévenir un certain nombre de ces opérations. Mais encore une fois, la violence à l'égard de la police et de la gendarmerie, ce type de contestation de l'état de droit et de l'ordre républicain sont insupportables et c'est pour ça qu'il faut agir. Police et justice doivent agir de concert. Une question qui nous est tombée sur Internet. Est-ce que vous craignez des risques de pénurie, avec notamment de pénurie d'essence, étant donné le mouvement des routiers? Et je veux dire un mot d'ailleurs. Il y a des blocages de raffinerie, à un moment où nous parlons. L'appel à la grève des fédérations de transport, Force ouvrière et CGT, fait partie de la stratégie de contestation globale de ces deux confédérations, dont le résultat est malheureusement d'entraver le déplacement de beaucoup de nos concitoyens, avec des risques aussi pour notre économie. Ces deux organisations, qui sont minoritaires dans le transport routier, veulent attiser les inquiétudes en faisant croire que la loi travail, mènerait à baisser la rémunération des heures supplémentaires des routiers, 10% au lieu de 25%. Et moi, je veux rassurer les conducteurs. Et en tout cas, je veux donner cette information aux Français, mais dénoncer aussi les contre-vérités sur ce projet de loi. Il n'y a pas de conséquences sur la rémunération des routiers, sauf accord de branche signé par une majorité des organisations syndicales. Les heures de conduite supplémentaires des routiers resteront
payer 25% de plus. Donc il n'y a aucune raison de s'inquiéter, donc il n'y a aucune raison de manifester, donc il n'y a aucune raison de bloquer des raffineries, des ports, des aéroports. Et je demande à chacun de faire preuve de responsabilité. Et je demande encore une nouvelle fois à la CGT de faire preuve de responsabilité sur ce dossier-là et de dire la vérité, et en tout cas de lire le projet de loi. Si tel est le cas et qu'ils maintiennent les barrages, vous faites dégager les accès? Mais bien sûr, parce que l'accès au port, l'accès aux centres névralgiques économiques, l'accès aux aéroports, aujourd'hui, doit être possible. Et donc, on ne peut pas tolérer, encore une fois, ces barrages, même si c'est une difficulté supplémentaire pour les forces de l'ordre. Olivier Mazerolle. Sur la rémunération des routiers, je ne comprends pas bien. Votre projet de loi prévoit la priorité aux négociations à l'intérieur des entreprises. Et là, vous nous dites non, ça ne sera pas le cas. Non, parce que sauf accord de branche signé par une majorité des organisations syndicales, on ne peut pas mettre en cause aujourd'hui les heures supplémentaires. Donc, si Or, la depuis branche prévoit de maintenir à 25%, aucune entreprise de transport ne pourra descendre bien à 10%. sûr, parce que depuis 2008, les organisations syndicales du secteur des transports routiers n'ont jamais souhaité signer d'accord réduisant la rémunération des heures supplémentaires. Et si jamais un accord de ce type devait être signé, c'est que les organisations syndicales auraient négocié des solides contreparties sur l'évolution salariale, par exemple. Ça n'est pas le cas, donc il n'y a aucune raison de s'inquiéter. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, le rappelait encore hier à l'Assemblée nationale, donc il faut que chacun entende bien ce message. Monsieur le Premier ministre, les auditeurs d'RTL continuent de vous interroger au 3210. C'est le tour maintenant de Jean-Pierre qui nous appelle de Beauvais dans le département de l'Oise. Bonjour Jean-Pierre, vous voulez interroger le Premier ministre sur le handicap. Oui, bonjour Monsieur le Premier ministre. Il va y avoir une conférence par rapport au handicap et il y a un problème qui est très très récurrent. C'est que moi je suis handicapé visuel et comme beaucoup d'handicapés, on est obligé de repasser tous les 5 ans devant une commission alors qu'on a un handicap définitif et ça devient très très lourd. De plus, vous avez le problème suivant aussi pour l'allocation aux adultes handicapés. Quand vous êtes salarié, vous êtes obligé de faire une déclaration tous les 3 mois et c'est très très lourd. Quand pourra-t-on légiférer pour nous éviter ce type de problème parce que c'est très très lourd? Le Premier ministre. Nous aurons dans un instant cette grande conférence sur le handicap à l'Élysée. D'où l'appel de Jean-Pierre. Après une réunion que nous aurons aussi au moment où je vous quitterai ici avec le président de la République pour faire le point sur la disparition de cet avion reliant la France à l'Égypte. Et le président de la République aura l'occasion de faire un certain nombre d'annonces. Moi, je suis très sensible à cet appel. Il y a trop d'entraves encore, malgré les efforts qui ont été faits d'ailleurs depuis des années, quels que soient les gouvernements. Trop d'entraves administratives, trop de problèmes administratifs pour ceux qui souffrent d'un handicap particulièrement lourd comme celui de votre auditeur. Donc il y aura toute une série d'annonces, je ne vais pas y revenir dans le détail, qui doivent permettre là aussi pour l'accueil à l'école, pour la simplification des démarches, d'aller dans le sens de ce que demande votre auditeur. Pour la simplification des démarches. Bonjour Hervé. Oui, bonjour Henri Calvi. Vous nous appelez de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Manuel Valls vous écoute. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Déjà une pensée à nos 2 policiers qui ont été molestés hier. C'est catastrophique pour la France. Moi je vous appelle concernant le RSI, le régime social des indépendants. Aujourd'hui avec des erreurs catastrophiques puisqu'on dénombre aujourd'hui plus de 450 000 erreurs qui ont été effectuées avec le RSI à cause du RSI et avec des dizaines et des dizaines de suicides. Que fait-on de ce erreurs régime? Sur les cotisations des indépendants, hein? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui se sont suicidées à cause d'un ordinateur qui s'appelle SNV2, qui est un ordinateur de l'URSSAF, que ne comprend pas le RSI. Que fait-on aujourd'hui de ce régime, puisqu'on dénombre aujourd'hui plus de 450 000 erreurs sur 8 ans? La réforme du RSI est en marche, est en cours, suite à un rapport parlementaire. Vous savez qu'il y avait un débat, soit on réforme le RSI, soit on l'adosse au régime général. Le choix qui a été fait, c'est de garder le RSI, mais de le réformer pour empêcher toute une série d'erreurs. C'est vrai qu'il y a, de la part d'un certain nombre d'entrepreneurs, d'indépendants, de commerçants, beaucoup d'angoisses qui peuvent mener, y compris à ces suicides qui viennent d'être évoqués. Donc je connais parfaitement le drame que peuvent vivre ces personnes. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que et les logiciels et l'administration gagnent en efficacité. Des efforts ont été faits. Je pense que les choses sont plutôt bien engagées, mais il reste du travail. Une dernière question avant de nous séparer, Monsieur le Premier ministre. On vient
d'apprendre que le vol d'Égyptaire disparu ce matin avait émis un message de détresse avant de disparaître des radars. On sait désormais que 15 Français étaient à bord. Est-ce que vous avez depuis reçu des informations ou des éléments que vous puissiez porter à notre connaissance? Non, je n'ai pas eu plus d'informations. Je suis attentif aussi à ce qu'on puisse donner ces informations d'abord aux familles. Et la réunion autour du président de la République dans un instant à l'Élysée permettra sans aucun doute d'avoir plus d'éléments. Une enquête va être ouverte. Et vous savez qu'elles sont longues concernant les disparitions des avions, mais toute la transparence, toute la vérité sera faite. C'est ce que nous devons bien sûr aux familles des victimes probables de cet avion. Et nous saurons par exemple s'il y a eu des failles dans la sécurité à Roissy, dans notre aéroport international. Mais je ne l'envisage pas, mais la question se posera forcément. Ça serait dans l'hypothèse d'un attentat, s'il y a eu des failles. Donc attendons d'avoir tous les éléments. Aucune hypothèse ne peut être bien sûr écartée, mais laissons le temps nécessaire pour avoir tous les éléments qui permettront de savoir quelles sont les raisons de cette disparition. Mais encore une fois, aucune hypothèse ne peut être écartée. Merci beaucoup Manuel Valls d'être venu dialoguer ce matin avec Olivier Mazerolle, puis avec les auditeurs d'RTL. Bonne journée, vous allez rejoindre votre réunion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Charles, pour cette question. Je voyais une question posée par un auditeur au 64 900 code matin, Manuel Valls. Pourquoi ne pas interdire par décret de manifester le visage couvert, capuche, cagoule, masque? On pourrait ainsi repérer les casseurs, car les manifestants n'ont pas honte de montrer leur visage. C'est quelque chose qui revient très souvent, j'ai envie de vous dire, dans le grand public et dans les questions que l'on se pose concernant ces manifestants. Mais c'est le cas. On ne peut pas aujourd'hui, en effet, se promener dans la rue avec le visage couvert, mais vous comprenez bien que ces individus s'affranchissent de ces règles. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait des interpellations, et ça rend d'autant plus difficile le travail de la police et ensuite de la justice en termes d'identification. Nous allons donner maintenant la parole à Christophe qui nous appelle du département de la Haute-Saône. Bonjour Christophe. Bonjour Yves Calvi. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Je souhaitais vous poser la question de savoir pour quelles raisons est-ce que le gouvernement n'engage pas les procédures de dissolution à l'encontre des groupes d'extrême gauche qui sont aujourd'hui clairement identifiés comme étant responsables de ces intolérables violences orchestrées contre les forces de police et donc contre l'État, alors que sous votre gouvernement, ou lorsque vous étiez ministre de l'Intérieur, vous aviez été très réactif et sans pitié pour dissoudre des groupuscules d'extrême droite au sujet de l'affaire Méric. Mais tous les groupes, quand ils sont constitués d'extrême droite ou de l'islamisme radical, peuvent faire l'objet d'une procédure de dissolution. Mais là, il ne s'agit pas de groupes constitués. S'il y a le moindre groupe constitué qui se livre à ces violences, il peut parfaitement faire l'objet, en effet, d'une procédure de dissolution qui est longue par ailleurs et qui passe, en fin de compte, pour conclure à sa dissolution en Conseil des ministres. Mais là, il ne s'agit pas de groupes constitués. Il s'agit de groupes spontanés, organisés parfois sur les réseaux. On voit bien ce qui peut se passer autour de Nantes et de Rennes avec les Alices. Mais il n'y a pas de groupe proprement constitué, d'une organisation proprement constituée. Le criminologue Alain Boer expliquait hier encore qu'en revanche, s'il n'y a pas de groupe constitué au sens politique du terme, ces groupes radicaux sont quand même parfaitement identifiés et qu'on connaît les meneurs. Ce ne sont ni des partis politiques, ni des associations, mais on connaît beaucoup de ces organisateurs, de ces meneurs. Pas toujours, parce que parfois il y a un mélange, et on l'a vu encore à Paris, d'un certain nombre d'individus qui peuvent venir de la mouvance de l'ultra-gauche, mélanger aussi avec des casseurs qui viennent d'un certain nombre de nos quartiers populaires. Donc, les choses sont différentes selon les villes. Mais en revanche, la surveillance, le travail du renseignement, le travail de la police, oui, nous permettent parfois de prévenir un certain nombre de ces opérations. Mais encore une fois, la violence à l'égard de la police et de la gendarmerie, ce type de contestation de l'état de droit et de l'ordre républicain sont insupportables et c'est pour ça qu'il faut agir. Police et justice doivent agir de concert. Une question qui nous est tombée sur Internet. Est-ce que vous craignez des risques de pénurie, avec notamment de pénurie d'essence, étant donné le mouvement des routiers? Et je veux dire un mot d'ailleurs. Il y a des blocages de raffinerie, à un moment nous parlons. L'appel à la grève des fédérations de transport, Force ouvrière et CGT, fait partie de la stratégie de contestation globale de ces deux confédérations, dont le résultat est malheureusement d'entraver le déplacement de beaucoup de nos concitoyens, avec des risques aussi pour notre économie. Ces deux organisations, qui sont minoritaires dans le transport routier, veulent attiser les inquiétudes
en faisant croire que la loi travail, mènerait à baisser la rémunération des heures supplémentaires des routiers. 10% au lieu de 25%. Et moi, je veux rassurer les conducteurs. Et en tout cas, je veux donner cette information aux Français. Mais dénoncer aussi les contre-vérités sur ce projet de loi. Il n'y a pas de conséquences sur la rémunération des routiers. Sauf accord de branche signé par une majorité des organisations syndicales, les heures de conduite supplémentaires des routiers resteront payées 25% de plus. Donc il n'y a aucune raison de s'inquiéter, donc il n'y a aucune raison de manifester, donc il n'y a aucune raison de bloquer des raffineries, des ports, des aéroports. Et je demande à chacun de faire preuve de responsabilité. Et je demande encore une nouvelle fois à la CGT de faire preuve de responsabilité sur ce dossier-là et de dire la vérité, et en tout cas de lire le projet de loi. Si tel est le cas et qu'ils maintiennent les barrages, vous faites dégager les accès? Mais bien sûr, parce que par la police. L'accès aux ports, l'accès aux centres névralgiques économiques, l'accès aux aéroports, aujourd'hui, doit être possible. Et donc, on ne peut pas tolérer, encore une fois, ces barrages, même si c'est une difficulté supplémentaire pour les forces de l'ordre. Olivier Mazerolles, sur la rémunération des routiers, je ne comprends pas bien. Votre projet de loi prévoit la priorité aux négociations à l'intérieur des entreprises. Et là, vous nous dites non, ça ne sera pas le cas. Non, parce que sauf accord de branche signé par une majorité des organisations syndicales, on ne peut pas mettre en cause aujourd'hui les heures supplémentaires. Donc, si la branche prévoit de maintenir à 25%, aucune entreprise de transport ne pourra descendre à 10%. Bien sûr, parce que depuis 2008, les organisations syndicales du secteur des transports routiers n'ont jamais souhaité signer d'accord réduisant la rémunération des heures supplémentaires. Et si jamais un accord de ce type devait être signé, c'est que les organisations syndicales auraient négocié des solides contreparties sur l'évolution salariale, par exemple. Ça n'est pas le cas, donc il n'y a aucune raison de s'inquiéter. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, le rappelait encore hier à l'Assemblée nationale, donc il faut que chacun entende bien ce message. Monsieur le Premier ministre, les auditeurs d'RTL continuent de vous interroger au 3210. C'est le tour maintenant de Jean-Pierre qui nous appelle de Beauvais dans le département de l'Oise. Bonjour Jean-Pierre, vous voulez interroger le Premier ministre sur le handicap. Oui, bonjour Monsieur le Premier ministre. Il va y avoir une conférence par rapport au handicap et il y a un problème qui est très très récurrent. C'est que moi je suis handicapé visuel et comme beaucoup d'handicapés, on est obligé de repasser tous les 5 ans devant une commission alors qu'on a un handicap définitif et ça devient très très lourd. De plus, vous avez le problème suivant aussi pour l'allocation aux adultes handicapés. Quand vous êtes salarié, vous êtes obligé de faire une déclaration tous les 3 mois et c'est très très lourd. Quand pourra-t-on légiférer pour nous éviter ce type de problème parce que c'est très très lourd? Le Premier ministre. Nous aurons dans un instant cette grande conférence sur le handicap à l'Élysée. D'où l'appel de Jean-Pierre. Après une réunion que nous aurons aussi au moment où je vous quitterai ici avec le président de la République pour faire le point sur la disparition de cet avion reliant la France à l'Égypte. Et le président de la République aura l'occasion de faire un certain nombre d'annonces. Moi, je suis très sensible à cet appel. Il y a trop d'entraves encore, malgré les efforts qui ont été faits d'ailleurs depuis des années, quels que soient les gouvernements. Trop d'entraves administratives, trop de problèmes administratifs pour ceux qui souffrent d'un handicap particulièrement lourd comme celui de votre auditeur. Donc il y aura toute une série d'annonces, je ne vais pas y revenir dans le détail, qui doivent permettre là aussi pour l'accueil à l'école, pour la simplification des démarches, d'aller dans le sens de ce que demande votre auditeur. Pour la simplification des démarches. Bonjour Hervé. Oui, bonjour Yves Calvi. Vous nous appelez de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Manuel Valls vous écoute. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Déjà une pensée à nos 2 policiers qui ont été molestés hier. C'est catastrophique pour la France. Moi je vous appelle concernant le RSI, le régime social des indépendants. Aujourd'hui avec des erreurs catastrophiques puisqu'on dénombre aujourd'hui plus de 450 000 erreurs qui ont été effectuées avec le RSI à cause du RSI et avec des dizaines et des dizaines de suicides. Que fait-on de ce erreurs régime sur les cotisations des indépendants, hein? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui se sont suicidées à cause d'un ordinateur qui s'appelle SNV2, qui est un ordinateur de l'URSSAF, que ne comprend pas le RSI. Que fait-on aujourd'hui de ce régime, puisqu'on dénombre aujourd'hui plus de 450 000 erreurs sur 8 ans? La réforme de l'Assemblée nationale, et puis en même temps, vous avez raison, cela nécessite à chaque fois un engagement très important des forces de l'ordre, même si je veux rappeler que les incidents très graves de hier ont eu lieu alors qu'il n'y avait pas de manifestation. C'était une manifestation interdite, à laquelle faisaient face une nouvelle fois les policiers. Mais chacun doit faire preuve de responsabilité. Et en effet, la tâche des policiers et des gendarmes est difficile. Il y a de nombreuses missions. Dans quelques jours, dans quelques semaines, nous allons accueillir l'Euro de foot. Et les
policiers sont fatigués, 327 policiers et gendarmes ont été blessés depuis le début des manifestations, dont plus de 170 rien qu'à Paris. Cela montre bien la difficulté. Donc moi j'en appelle encore une fois, mais modestement, à la responsabilité des organisateurs des manifestations. Il n'y a vraiment aucune position intermédiaire qui soit concevable. C'est comme le suggère Irène, c'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être 1 ou 2 jours peuvent être bloqués pour les manifestations avec un encadrement spécifique. Enfin, la question d'Irène. Et moi je suis prêt à toutes les discussions avec les responsables syndicaux, mais encore une fois, dans le cadre d'un état de droit, il est très difficile d'imposer à ceux qui veulent manifester, à ceux qui déposent une autorisation de manifestation, il est très difficile de leur interdire ces manifestations. Il n'y a que la responsabilité collective qui puisse s'imposer. Irène, qui vous interrogeait, était professeur en Seine-Saint-Denis, et maintenant c'est Charles, qui est chef d'entreprise et qui nous appelle de Quimper, dans le Finistère, qui vous interroge, Manuel Valls. Bonjour Charles. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour Charles. Ma question concerne les appels au meurtre qui ont été effectués place de la République par 2 jeunes filles qui brandissaient des pancartes sur lesquelles il était mentionné sur le pont d'Avignon, on pend tous les patrons. Est-ce qu'on peut tolérer aujourd'hui que des appels au meurtre puissent être tenus en place publique en France? Et quelles sont les suites judiciaires que l'État compte engager contre ces 2 individus? Il y a des suites judiciaires qui seront données. Tout appel au meurtre par l'intermédiaire d'une pancarte, d'un slogan ou sur Internet, parce que c'est souvent le cas, tous ces appels doivent faire l'objet d'une réponse judiciaire. Il est intolérable qu'on puisse faire des appels au meurtre concernant des patrons, des responsables politiques ou publics, et évidemment des policiers ou des gendarmes. La parole, elle a eu tendance ces dernières années à se libérer. Et les réseaux sociaux en sont une démonstration, et je ne suis pas en train de mettre en cause cette nouvelle forme de communication. Mais c'est cette réalité. On ne peut pas tout laisser passer. Et donc, ça veut dire qu'il faut à chaque fois une réponse, et il faut que la justice soit saisie et puisse rappeler à la loi ceux qui profèrent ce type de menaces ou condamner tout simplement. Merci d'écouter RTL. Le Premier ministre Manuel Valls va donc dialoguer avec vous. Auparavant, Monsieur le Premier ministre, juste une question. À la lumière de ce que vous avez dit tout à l'heure à Olivier Mazerolle, de la situation de nos policiers, est-ce que vous appelez, vous, à l'arrêt des manifestations? Ça ne peut pas être mon rôle. Manifester est encore une fois un droit constitutionnel. Et c'est la force de notre démocratie de le permettre, y compris dans cette période de très grande tension. Mais chacun peut faire en effet preuve de responsabilité. Un projet de loi, en l'occurrence la loi travail portée par Myriam El Khomri, a été adopté par l'Assemblée nationale. Le débat va se poursuivre au Sénat, puis ensuite de nouveau à l'Assemblée nationale. Il faut respecter aussi ce temps démocratique. Mais vous dites aux organisateurs, vous avez une responsabilité. Réformistes, je pense à la CFDT, à l'UNSA, à la CFTC, à la CFE-CGC, ont bâti un compromis avec le gouvernement. Il y a moins de monde aujourd'hui dans la rue, donc que chacun prenne ses responsabilités. Et en même temps, je ne veux pas confondre, je le dis encore une fois, les manifestants, les syndicalistes, avec ceux qui commettent ces violences inacceptables à l'égard des policiers. Alors justement, Irène nous appelle de Bondy en Seine-Saint-Denis. Elle a une question à vous poser, notamment concernant les forces de l'ordre et les forces de police. Bonjour Irène. Bonjour Yves Calvi. Merci. Bonjour Monsieur Valls. Merci d'écouter RTL. Vous pouvez dialoguer directement avec le Premier ministre. Bonjour. Alors, je voudrais vous dire, je suis une démocrate convaincue et le droit de grève est fondamental. Seulement, moi, je suis en train de me demander, est-ce qu'on est obligé d'autoriser une manifestation le mardi, le jeudi, le samedi ou le dimanche, comme on a vu là ces derniers temps, plus la nuit debout, etc. Je me dis à un moment, nos forces de police elles vont être épuisées et quand va arriver l'euro le 10 et on sait que la menace terroriste est là, c'est pour ça qu'on est en état d'urgence, je me dis, est-ce qu'on est obligé d'autoriser toutes ces manifestations? Est-ce qu'on peut pas se cantonner à une importante par semaine, je sais pas, mais on peut pas faire ça parce que là on voit bien qu'ils sont épuisés. En plus, ça donne une image absolument déplorable de notre pays et les gens là qui vont venir aussi pour l'euro, ils se disent ils vont tenir le coup, ils vont arriver à maintenir l'ordre, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est obligé de dire oui à toutes les demandes? Nous sommes dans un état de droit, madame, même si je comprends parfaitement votre question. Si nous décidions d'interdire un certain nombre de manifestations, la justice administrative, mettrait en cause, casserait cette décision. Donc votre question, elle est juste, c'est au fond une forme d'appel à ceux qui organisent régulièrement ces manifestations. Encore une fois, cette semaine, vous venez de le rappeler, une manifestation mardi, une autre aujourd'hui. Je ne vois pas quel est véritablement le but aujourd'hui, je le rappelais, le texte de loi a été adopté par